Alors, de mémoire de correspondante, c'est une situation sans précédent. En même temps, la guerre à grande échelle en Ukraine est aussi une situation sans précédent. Et effectivement, Yevgeny Prigojine, qui est à la tête d'un empire de propagande aussi, on le rappelle, en Russie, a beau dire que c'est une marche pour la justice. Moi, cela fait quelques semaines que je dis que c'est l'opposant numéro 1 en Russie à Vladimir Poutine. Donc, il emploie des mots d'un opposant et d'un combattant pour la liberté. Mais évidemment, il n'appelle pas un chat en tant que propagandiste en chef. Et ce qu'il déclare vouloir faire là, ce serait un coup d'État militaire, puisqu'il ne dit pas autre chose que ce que vous avez mentionné, c'est-à-dire qu'il va prendre son armée de 25 000 forces qu'il a entraînées, ou bien prisonniers, ou bien ceux qu'il en reste, et il appelle tous les autres toute l'autre force combattante russe active et potentielle à le rejoindre pour marcher de fait sur Moscou, pour prendre de force les institutions, pour renverser, voire éliminer Sergueï Shoïgu, le ministre de la Défense, et Valéry Guerassimov, le chef d'état-major des armées, qu'il a qualifié de traître, responsable, d'avoir menti sur les causes de la guerre en Ukraine, et d'être responsable de la mort de dizaines de milliers de Russes. Effectivement, il préparait le terrain finalement, Prigojine, depuis c'est la première fois, vous avez dit, c'est sans précédent, c'est la première fois qu'il va plus loin, enfin aussi loin, pardon, mais c'est vrai qu'on l'avait vu dans plusieurs vidéos ces derniers mois. Oui, complètement, il a multiplié les sorties et le message était toujours à destination de Shoïgu et de Guerassimov. Encore une fois, c'est pas la première fois qu'il les qualifie de traîtres, mais il savait très bien parler à cette force combattante, je dis effective et potentielle, parce que les Russes, vous savez, vivent aujourd'hui dans l'unique état d'esprit du fait qu'ils doivent aller soi-disant défendre leur patrie, c'est-à-dire mourir pour leur patrie en Ukraine. Donc en fait, les hommes, même s'ils ne sont pas au front, mentalement, ils sont considérés en Russie comme des combattants. Et c'est à eux que Yevgeny Prigojine s'adressait via ses chaînes Telegram, puisque les chaînes de télévision russes ne le montrent pas, mais c'est à eux qu'il s'adressait lorsqu'il persistait sans arrêt à qualifier de traître le commandement russe. Et on a vu ces vidéos de mobilisés envoyés depuis le front où les mobilisés russes, et c'était un vrai drame pour les Russes cette mobilisation, ne disaient pas autre chose en disant nos commandants nous envoient à l'abattoir, ils nous envoient nous faire tuer en tant que troupes d'assaut alors que nous sommes des artilleurs, nous n'avons pas de munitions, nous n'avons pas de gilets pare-balles, il y a des suicides, il y a des mutineries locales, il y a des gens qui vont en prison parce qu'ils ne veulent pas aller se battre, les lois pour désertion et refus de combattre ayant été durcies. Donc tout ça, Yevgeny Prigojine y a opposé au fil des semaines l'image d'un vrai chef de guerre qui est auprès de ses hommes. Il se met toujours lui en scène avec ses hommes soi-disant au front, ou du moins pas très loin, voire avec des cercueils derrière lui. Mais cela ne jure pas avec la valeur du combattant, si vous voulez, et cette échelle de valeur de la fratrie militaire qui fait qu'on est là pour mourir au combat. Il a même un chevron qui dit cargo de sang, c'est-à-dire les morts, nous sommes ensemble, nous sommes avec vous. Il leur dit à ces hommes, vous allez mourir, mais je suis avec vous et je peux potentiellement mourir avec vous, et vous ne devez pas mourir sans combattre. Et ça, c'est très important pour les combattants. Je les ai beaucoup côtoyés dans le Donbass, donc cette psychologie, je la connais un petit peu. Ce sur quoi il a joué Prigojine, c'est en disant aujourd'hui, vos commandants vous envoient à l'abattoir sans munitions. Et cette famine des munitions, dont il parle depuis plusieurs semaines et dont il accuse le commandement russe, c'était cette préparation de terrain en disant « il vous envoie à l'abattoir, vous n'êtes ni armé, ni équipé, ni entraîné, et c'est moi qui suis là en tant que garant de votre équipement, de votre entraînement et de votre livraison en munitions, puisque c'est moi qui m'adresse au commandement russe en réclamant ces munitions qui vous sont dues de droit, parce que oui, vous pouvez mourir, mais vous n'avez pas à aller à l'abattoir, vous devez mourir en tant que soldat, dignement. » Vous l'avez rappelé, dans ses propos, en dénonçant justement ce manque d'effectifs, ce manque de moyens, il vise Shoïgu, il vise Guerassimov, et pas Vladimir Poutine directement. C'est une manière de lui laisser une échappatoire, une porte de sortie pour qu'il choisisse son camp, finalement. Complètement. Et ça, c'est très intéressant parce que on n'a pas de doute quant au fait que ce mythe de dénazification de l'Ukraine, bien qu'il soit basé sans doute sur un renseignement complètement biaisé et défaillant de la part des services de renseignement russes sur la situation au front, mais le mythe de la dénazification de l'Ukraine et de l'éradication du mal, quel qu'il soit démoniaque, nazi, comme le présente Vladimir Poutine par la force, ça, c'est inspiré directement par les idéologues dont est nourri Vladimir Poutine, dont, par exemple, le philosophe
philosophe russe Ivan Ilyin. Donc il n'y a pas de doute quant au fait que ce n'est pas Sergueï Shoïgu qui est l'idéologue du régime et qui a décidé le lancement de l'opération spéciale et qui a dit à Vladimir Poutine, voilà, l'Ukraine allait attaquer le Donbass, on doit absolument intervenir. Non, Vladimir Poutine est complètement persuadé de ce mythe. Et Yevgeny Prigojine le sait. Et donc, c'est totalement une porte de sortie qu'il laisse à Vladimir Poutine en disant non, non, ce n'est pas lui qui est responsable. Il a été induit en erreur par Sergueï Shoïgu, par Valéry Gerasimov. Il est complètement manipulateur, Yevgeny Prigojine, parce qu'il sait qui sont ses ennemis. Il veut aujourd'hui prendre leur place. Clairement, il a déjà créé une armée parallèle. Il a déjà récupéré l'ancien bras droit de Shoïgu en la personne du général Mizintsev qui l'a rejoint. Et donc, en fait, après avoir créé cette armée parallèle et s'être aussi adjoint des officiers de très haut rang, eh bien, Yevgeny Prigojine veut tout simplement aujourd'hui marcher sur Moscou et prendre le ministère de la Défense. Et précisément, les services de sécurité accusent le chef de Wagner à l'instant d'appeler à la guerre civile. On rappelle qu'une enquête a été ouverte par les services secrets contre Yevgeny Prigojine pour appel à la mutinerie. On apprend également à l'instant que les services de sécurité appellent même à arrêter le patron de Wagner. Un mot, Elena ? Oui, tout à fait. Ça va être très intéressant de suivre cette situation parce que c'est ce qui est en train de se passer lorsqu'il y a un coup d'État au sommet. Si vous voulez que ce soit une révolution de palais, un coup d'État militaire, c'est comment les camps vont se former. Et on voit déjà, si vous voulez, par les déclarations en fait des uns et des autres, par exemple le général Sourovikine qui dit il faut cesser cela, on doit respecter notre armée, on doit rester fidèle à notre commandement. Vous avez le chef de guerre Igor Strelkov qui lui a un autre discours qui dit où est le commandant en chef, il y a un coup d'État militaire. Donc ça va être d'autres députés qui s'expriment. Donc en fait, c'est ce moment de fissure, cette fissure en fait où on va voir qui rejoint quel camp et qui fait les paris sur le plus fort finalement. Donc là, clairement, la fissure est là. Clairement, Yevgeny Prigojine, va-t-il le faire ou non, annonce le coup d'État militaire. Maintenant, tout va se jouer sur qui va prêter allégeance à qui.